Au cœur d'un vaste désert, un groupe de bandits brutaux a installé d'énormes moteurs à réaction. Ces machines déclenchent une violente tempête de sable artificiel. Leur objectif, empêcher un convoi, chargé de centaines de personnes en évacuation d'urgence, d'atteindre une zone verte sécurisée. Quelle est donc la conspiration derrière leurs actes? Réussiront-ils à accomplir leur plan? Amateurs de films d'action, suivez-moi. L'histoire commence dans une raffinerie de pétrole située au Moyen-Orient, attaquée à plusieurs reprises par un groupe d'insurgés rebelles. En l'espace de quelques jours, la raffinerie subit plusieurs assauts. Leur but principal est de forcer les responsables à céder le contrôle du site. Mais s'en prendre aux intérêts américains n'est pas une mince affaire. Une équipe de forces spéciales est rapidement dépêchée pour secourir ceux qui sont encore sur place. Le commandant de l'équipe spéciale s'appelle Fong. Sur les lieux, il rencontre la professeure Chong, directrice de la raffinerie. Celle-ci fait un rapport rapide de la situation. Près de 500 personnes, y compris du personnel et des enfants, attendent leur évacuation. Dès son arrivée, Fong organise ses hommes et met tout le monde dans les véhicules, bien décidés à quitter la zone de danger au plus vite. Dans un autre décor, Chris, un homme robuste, se détend en jouant au golf seul sur son pick-up. Soudain, un véhicule arrive, transportant plusieurs individus à l'allure agressive. Le premier à descendre est Henry, le frère cadet de Chris. Il vient remettre la part d'argent provenant de leur dernière opération. Au cours de leur conversation, Chris propose un surnom à l'équipe de son frère, mais personne ne semble enthousiasmé par l'idée. Après avoir remis l'argent, Henry ne repart pas tout de suite. Il tente de convaincre Chris de participer à une nouvelle mission. Cette fois, la récompense est bien plus élevée que la précédente. Mais plus l'enjeu est grand, plus le danger est réel. La mission consiste à kidnapper la professeure Chong, qui doit bientôt être extraite d'une zone contrôlée par les insurgés. Or, le chef de cette opération de sauvetage est le même qui, autrefois, avait fait échouer une mission de l'équipe de Henry, capturant plusieurs de leurs hommes. Cette fois, ils devront traverser un désert mortel pour atteindre une zone verte, rare sanctuaire dans cette région chaotique. En entendant le plan, Chris comprend que la situation est très sérieuse. Il met en garde Henry, cette mission est trop risquée. Bien que la somme promise soit considérable, surtout pour quelqu'un comme Chris qui pourrait déjà prendre sa retraite, il refuse catégoriquement. Ne parvenant pas à le convaincre, Henry et son équipe repartent. Après avoir refusé l'offre de son frère, Chris rentre dans son village natal. Son ami proche, Owen, plombier de son état, inspecte le système d'approvisionnement en eau. La tension est à son comble, le village est confronté à une grave pénurie d'eau. La cause, une usine a construit un barrage, bloquant la source et interrompant l'écoulement. Si rien n'est fait, la vie dans le village sera en péril. Owen explique que dans un endroit aussi aride, si le pétrole est le bien le plus précieux, l'eau vient juste après. Il révèle aussi qu'il serait possible de rétablir le débit d'eau en soudoyant les responsables, mais à un coût exorbitant. En entendant cela, Chris est abasourdi. Lui qui disait ne plus avoir besoin d'argent comprend brutalement le poids de la réalité. Même avec ses économies, la somme nécessaire est bien au-delà de ses moyens. Le soir venu, une femme lui demande « Comment allons-nous trouver autant d'argent ?» Chris reste silencieux, puis répond simplement « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Mais intérieurement, il est également troublé, ne sachant par où commencer. De son côté, Fong a terminé les préparatifs. Le plan prévoit une évacuation en 2 vagues, une le matin, l'autre en fin d'après-midi. Après avoir soigneusement étudié les conditions météorologiques et les itinéraires, il réalise qu'il n'existe qu'une seule route possible, surnommée la zone de la mort. Le trajet devrait durer environ 8 heures. Le lendemain matin, tout étant prêt, un convoi d'une dizaine de véhicules prend la route. Fong est au volant du véhicule de tête. Chaque véhicule est équipé d'une radio pour maintenir les communications. Dans les airs, 2 hélicoptères patrouillent pour surveiller et protéger le convoi. Le voyage commence plutôt bien. Fong voyage avec sa fille, avec qui il entretient un sentiment de culpabilité permanent. L'ambiance dans la voiture est lourde. La jeune fille reproche sans cesse à son père son absence pendant toutes ces années, l'accusant d'avoir négligé sa mère, même lorsqu'elle était malade. À ses yeux, Fong est un bon soldat, mais un père défaillant. Alors que le véhicule entre dans la zone de la mort, Fong demande à sa fille d'attacher sa ceinture, par précaution. Après avoir parcouru une certaine distance, ils aperçoivent 2 voitures bloquant la route. La fille pense à un avertissement concernant des mines, mais grâce à son expérience, Fong comprend immédiatement qu'il s'agit d'un piège. Il explique, ils veulent nous faire arrêter, puis surgiront des 2 côtés.
Si on descend du véhicule, ils attaqueront. Fang ne s'arrête pas. Il fonce droit devant. Comme prévu, les deux voitures obstruant la route sont piégées. Des mines explosent successivement, transformant toute la section de route en un brasier noyé de fumée et de poussière. Heureusement, grâce à son expérience de commandement, Fang parvient à gérer la situation et à mener le convoi hors de cette zone dangereuse sans perte grave. Mais à l'approche d'un canyon, le convoi est soudainement pris dans une violente tempête de sable. Étrangement, les prévisions météo n'annonçaient aucun phénomène de ce genre. Fang sent que quelque chose ne tourne pas rond. Toutefois, s'ils s'arrêtent pour attendre que la tempête passe, ils rateront le créneau d'évacuation. De toute façon, les prévisions ne sont pas toujours fiables. Ils décident donc d'avancer. Plus ils progressent, plus la tempête se renforce, avec des vents chargés de sable réduisant la visibilité à presque rien. Les conducteurs sont contraints d'allumer leurs phares pour s'orienter. Cependant, le système de communication entre les véhicules commence à dysfonctionner. À ce moment précis, la fille de Fang aperçoit un objet noir traverser rapidement le rideau de sable. Soudain, 4 motos tout-terrain et un véhicule blindé surgissent et fondent sur le convoi de secours. L'un d'eux s'approche du véhicule transportant la professeure Chong. Il tire un câble muni d'un crochet de fer à l'avant du véhicule et y fixe une échelle pour grimper sur le toit. Il déclenche ensuite des explosifs sur la moto, qui explose, s'élève dans les airs puis s'écrase violemment à l'avant du véhicule. Un homme brise le pare-brise avant, descend en rappel et entre de force. Un autre ouvre la porte arrière d'un coup de pied et s'engouffre à l'intérieur. En un instant, tous les passagers sont neutralisés. En parallèle, un autre véhicule est attaqué de manière similaire par 2 autres hommes. Une agente tente de se défendre. Après quelques échanges de coups, elle est projetée hors du véhicule par la fenêtre. Les 2 véhicules sont officiellement détournés. À ce moment-là, Fang et le reste du convoi ne se doutent de rien. Ce n'est qu'à la sortie de la zone de tempête qu'ils réalisent la disparition des 2 véhicules. Le système de communication est désormais rétabli. Fang ordonne immédiatement aux 2 hélicoptères de surveillance d'atterrir en urgence. Il fait arrêter le convoi, puis monte avec sa fille à bord d'un hélicoptère pour rechercher des traces des véhicules disparus. Sa fille semble hésitante, mais Fang lui explique « Tu connais mieux que quiconque le terrain ici. Papa a besoin de toi pour nous guider. » Pendant ce temps, les 2 véhicules détournés sont emmenés dans des directions différentes. Tous ceux à l'intérieur ont la tête couverte de sacs noirs, emmenés comme des prisonniers de guerre. Le cerveau de l'enlèvement est alors révélé, il s'agit de Chris et de son équipe. Pendant le vol, Fang comprend que la tempête rencontrée par le convoi n'était pas naturelle, mais artificielle, provoquée par les ravisseurs. Ils ont utilisé de puissants souffleurs pour créer des vents violents afin de freiner toute poursuite. En survolant une route, Fang aperçoit le convoi de Chris. Immédiatement, une fusillade éclate. Depuis l'hélicoptère, un agent ouvre le feu sur le groupe en contrebas. Henry et son équipe répliquent violemment. Un véhicule tout-terrain du groupe de Chris est touché et explose avec force. Henry ordonne rapidement à un autre véhicule de prendre la tête pour poursuivre la fuite. Grâce aux otages qu'il transporte, le groupe de Chris parvient temporairement à échapper aux tirs de l'hélicoptère. Cependant, ils sont bientôt contraints de s'arrêter et d'engager un affrontement direct. Leurs armes légères ne font pas le poids face à la puissance de feu aérienne. Au moment critique, un véhicule de soutien de Chris surgit, équipé d'un canon. Face à cette puissance de feu redoutable, l'hélicoptère de Fang est contraint de se replier pour éviter des pertes importantes. L'un des véhicules, qui n'était pas dans la zone d'attaque, est libéré par le groupe de Chris. L'unité de Fang reçoit l'ordre de retourner immédiatement au point de départ du convoi. Fang poursuit en hélicoptère jusqu'à l'endroit où l'autre véhicule a été abandonné dans le désert. Il jette une corde et descend seul. Bien que soucieuse pour la sécurité de son père, sa fille ne l'en empêche pas, lui demandant simplement de faire attention. Ce geste semble redonner à Fang de la force. Une fois arrivé, Fang apprend que 5 membres de son groupe, dont la professeure Chong et le directeur, ont été enlevés. Quant à Chris, après avoir échappé de justesse à la fusillade et être revenu à sa base, il commence à se poser des questions et interroge son frère Henry sur le commanditaire de leur mission. C'est alors qu'Owen, le véritable instigateur, fait son apparition. Il s'avère que c'est lui qui a engagé l'équipe de Chris, et qu'il est aussi le chef des insurgés ayant attaqué la raffinerie de la professeure Chong. En privé, Owen confie à Chris qu'il travaille dans cette région depuis de nombreuses années, mais vit toujours dans la misère, tandis que d'autres se sont enrichis rapidement grâce au pétrole. Il veut utiliser cette opération pour changer les choses, éliminer des gens comme Chong et rendre le pouvoir à des hommes comme lui.
Il promet à Chris qu'en l'aidant à se débarrasser de l'agent chinois protégeant Chong, il pourra vivre dans l'aisance. Mais Chris reste sceptique. Il souhaite simplement recevoir sa part après avoir accompli la mission. Les affaires d'Owen ou de la professeure ne l'intéressent pas. En voyant cela, Henry tente de convaincre son frère, l'accusant de reproduire la lâcheté de leur père autrefois. Mais Chris reste ferme et demande à Henry de rapporter l'argent au village à une heure précise. Henry se tourne alors vers Owen, lui affirmant qu'ils peuvent toujours capturer l'agent sans Chris. Mais Owen sait bien que Fong n'est pas facile à affronter. Sans Chris, le plan a peu de chances de réussir. Profitant de l'occasion, Owen tue froidement Henry et ordonne à ses hommes de transporter le corps à la raffinerie de pétrole, maquillant la scène comme si Henry avait été tué par l'agent chinois. Son but est de faire croire à Chris que Fong est responsable, afin de le manipuler pour tuer l'agent, réalisant ainsi deux objectifs d'un coup. Sur le chemin du retour au village, Chris est accidentellement repéré par l'hélicoptère de Fong. Ce dernier veut le suivre, mais l'appareil est à court de carburant, il est donc contraint d'atterrir et de continuer à pied jusqu'au village. Une fois arrivé, Chris, se sentant trahi, frappe violemment un miroir, désemparé. Leur promesse passée sans signe de son frère apportant l'argent, il commence à perdre patience. Pour tuer le temps, il sort jouer au ballon avec un enfant du village. Au même moment, Fong atteint la porte du village, mais n'ose pas encore entrer. Soudain, le ballon avec lequel joue Chris heurte la jambe de Fong. En observant sa tenue et son allure, Chris comprend rapidement qu'il s'agit de l'agent chinois dont Owen lui a parlé. Pourtant, il fait semblant de ne rien savoir et garde une attitude détachée. Après le départ de Fong, Chris attend encore, sans voir son frère arriver avec l'argent. Sentant que quelque chose ne tourne pas rond, il décide de retourner à la base d'Owen pour retrouver Henry et récupérer son paiement. Fong, intrigué par l'attitude de Chris, emprunte son véhicule tout-terrain pour le suivre discrètement. Chris atteint la base, mais la trouve complètement vide, abandonnée. En s'avançant à l'intérieur, il reste pétrifié en découvrant le corps de son frère gisant au sol, entouré d'autres cadavres. En voyant les blessures sur Henry, Chris est persuadé qu'il a été tué par l'agent chinois. Sentant une présence, il se cache dans un coin et attaque soudainement Fong lorsqu'il entre. Sans un mot, les deux hommes se jettent l'un sur l'autre avec violence. Ils sont de force égale, échangeant des coups avec rage. Chris sort un couteau pour attaquer, mais Fong esquive chaque tentative. Tous deux ont leur raison de haïr l'autre. Fong accuse Chris d'avoir tué ses hommes, tandis que Chris est convaincu que Fong a tué son frère. La douleur et la rancune les empêchent de reculer. Épuisé par le combat, Fong tente d'engager le dialogue pour apaiser la tension. Mais avant qu'il n'ait le temps de calmer les choses, un groupe de mercenaires français surgit. Fong tire la goupille de la grenade que Chris tient en main, semant la panique chez les assaillants qui s'enfuient en désordre. Cependant, Fong sait qu'ils reviendront à la charge. Chris, d'abord sceptique, n'a pas le temps de réagir qu'une pluie de balles s'abat sur eux depuis l'extérieur. Les deux hommes referment précipitamment la porte et se mettent à couvert. Fong arme des grenades, que Chris lance pour riposter. Après une lutte intense et plusieurs moments critiques, le groupe de mercenaires finit par battre en retraite. À ce moment, Fong pointe son arme sur Chris, exigeant qu'il révèle la véritable raison de sa présence. Chris répond sans détour, « Si je meurs, tu ne sauras jamais la vérité. » Ne pouvant rien obtenir, Fong est contraint de céder. Lorsqu'ils sortent, ils découvrent que le véhicule de Chris a été détruit, le rendant inutilisable. Ils n'ont d'autre choix que de partir à pied. Avant de quitter les lieux, ils font exploser la base pour effacer toute trace. En chemin, Chris révèle enfin toute la vérité à Fong, Owen est le véritable responsable. Il a non seulement enlevé la professeure Chong, mais aussi tué Henry. Désormais, Chris veut à la fois sauver les otages et venger son frère. Réalisant qu'ils ont un ennemi commun, Fong et Chris décident de faire équipe. À la raffinerie de pétrole, Owen a emmené la professeure Chong. Lui et son groupe occupent les lieux, tentant de redémarrer le système pour s'approprier les ressources. Mais aucun d'eux ne sait comment le faire fonctionner. Ils ne peuvent rien faire sans les codes d'accès. Impuissants, ils sont obligés de faire sortir la professeure Chong pour l'interroger. Owen affirme que les gens qui travaillaient ici, ses amis, sont morts sans rien recevoir en retour. Il est simplement venu récupérer ce qui leur appartenait. Ne voulant plus discuter, Owen exige que la professeure révèle le code pour démarrer la raffinerie. Elle refuse, expliquant que c'est un processus complexe. Mais Owen ne lui laisse pas le temps de s'expliquer. Ils font aussitôt sortir son fils pour la menacer. Face à ce danger, elle avoue que la clé USB est dans son sac, mais elle ne se souvient plus où elle l'a laissée.
À ce moment-là, son fils prend la parole, la clé USB se trouve dans le sac de Mei, la fille de Fong. Pendant ce temps, Chris a emmené Fong et sa fille dans le village où il vit, un refuge pour de nombreux orphelins. Là, les deux anciens agents deviennent soudain comme des comédiens de scène. Ils rivalisent de grimaces et de plaisanteries, faisant rire aux éclats les enfants. On découvre alors qu'ils ont un jour rêvé de devenir humoristes, mais leurs responsabilités d'agents les en ont empêchés. À présent, ils profitent de ce moment pour être eux-mêmes. Pendant qu'ils s'amusent, le téléphone de la professeure Chong, resté dans le sac de Mei, se met soudain à sonner. Mei répond, mais personne ne parle à l'autre bout du fil. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'Owen utilise cet appel pour localiser leur position. Alors que les enfants dînent, Chris et Fong sortent discuter en privé. Chris tend à Fong un carnet que Mei a oublié. Pensant que Mei est la petite amie de Fong, Chris est surpris d'apprendre que c'est en réalité sa fille biologique. La relation père-fille est compliquée. Chris tente d'encourager Fong, affirmant que rien n'est irréparable. Mais Fong soupire, « Tu n'as pas de famille, tu ne peux pas comprendre. » Le champ de bataille n'est parfois pas aussi difficile que les histoires familiales. Chris se confie alors sur son propre passé. Il était autrefois agent avec son père et son frère. Lors d'une mission sur une route dangereuse, bien que son père ait refusé, Chris l'a convaincu d'accepter. Résultat, son père est mort sous ses yeux. Depuis, rongé par la culpabilité, Chris a quitté l'organisation et est venu vivre ici, en retrait du monde. Leur discussion est interrompue lorsque Fong entend un bruit étrange. Sensant le danger, il fait immédiatement signe à Mei de mettre les enfants à l'abri. Comme prévu, les hommes de main d'Owen ont tendu une embuscade. Leur cible, la clé USB dans le sac de Mei. Chris et Fong se séparent pour mieux traquer les assaillants. Bien que ces derniers soient bien armés, ils ne font pas le poids face à deux anciens agents aguerris. Grâce à leurs compétences de combat, ils éliminent facilement leurs ennemis un à un. Lorsque les villageois découvrent l'attaque, ils ne restent pas passifs. Bien qu'ils soient de simples civils, ils saisissent bâtons et machettes pour défendre leur village. En pleine agitation, un des assaillants sort une grenade et menace de tout faire exploser si on ne lui remet pas le sac. Sans hésiter, Chris court dans la maison, attrape le sac de Mei et le jette dehors. Mei crie, tentant de l'arrêter, le blâmant d'avoir remis un objet si important. Mais Chris se contente de dire, « C'est ma maison. Ces gens sont ma famille. Je ferai tout pour les protéger. » C'est à ce moment-là qu'il demande enfin à Mei ce que contient le sac. Mei soupire et explique que la clé USB contient le code d'activation du système d'écoulement du pétrole. S'ils parviennent à l'utiliser, ils pourront détourner des centaines de millions de mètres cubes de pétrole. Le pétrole circulera dans des pipelines jusqu'à la mer, se déversant dans d'immenses navires en attente. Si cela se produit, ce sera le plus grand vol de pétrole de l'histoire. Ils doivent arrêter Owen à tout prix. Mais comment pénétrer dans la raffinerie? Chris regarde Fong et dit calmement, « Ne t'en fais pas, j'ai mes outils. » On ne sait pas d'où il sort ça, mais il fait apparaître un énorme camion-citerne. Mais demande à les accompagner, affirmant bien connaître le terrain et pouvoir leur être utile. Toutefois, Fong refuse que sa fille prenne un tel risque. Il lui demande de rester, promettant de revenir la chercher. Sachant qu'insister ne servirait à rien, mais accepte temporairement. Chris et Fong montent aussitôt dans le camion et foncent vers la raffinerie comme des flèches. Mais Mei n'a aucune intention de rester tranquille. Dès qu'ils sont hors de vue, elle prend un véhicule du village et les suit discrètement. De l'autre côté, après avoir récupéré la clé USB, Owen force la professeure Chong à réactiver le système de la raffinerie, lançant le pompage du pétrole vers les navires géants en mer. Selon les calculs, il faudra une journée entière pour transférer tout le pétrole. Il confie la surveillance de la professeure et de son fils à ses hommes, déclarant qu'une fois le pétrole récupéré, il les éliminera tous les deux pour ne laisser aucun témoin. Lorsque Chris et Fong approchent de la raffinerie, les gardes les repèrent et donnent immédiatement l'alerte. Les soldats utilisent des armes lourdes, tirant sans relâche. Mais Fong ne recule pas. Il conduit le camion-citerne comme une bête d'acier, défonçant les barrières, écrasant tous les obstacles, et fonce droit dans la cour de la raffinerie. Sans hésiter, les deux hommes sautent du camion et entrent dans la mêlée. Mais à l'intérieur d'une raffinerie, la moindre étincelle pourrait tout faire exploser. Aucun camp n'ose donc utiliser d'armes à feu. Le combat se fait au corps à corps. Fong bondit et virevolte entre les poutres comme un acrobate. Chris utilise un immense tuyau comme passerelle pour Fong, et aussi pour balayer les ennemis. La coordination parfaite entre les deux met totalement en déroute les hommes de main. Finalement,
ils atteignent le centre de contrôle où sont retenus la professeure Chong et son fils. Fang lance un couteau vers le garde. Celui-ci l'évite de justesse, mais cette distraction permet à Chris de le frapper en pleine tête avec un extincteur. Fang se précipite pour libérer la professeure et son fils, mais ce n'est pas encore terminé. Le garde chauve se relève, c'est un adversaire redoutable. Fang et Chris utilisent toutes leurs techniques de combat, mais l'homme esquive avec agilité. Le combat au corps à corps ne suffisant pas, tous les trois sortent leurs armes, mais rapidement, ils sont à court de munitions. Le garde, lui, tient encore une mitrailleuse et traque les deux hommes comme un chat jouant avec des souris. Chris fait alors un signe à Fang, puis se lève pour attirer l'attention. Il crie, « T'es à court de munitions. C'est l'heure de te déconnecter. » À ce moment-là, Fang surgit derrière le garde et l'attaque. Les deux hommes passent à travers une porte vitrée. Chris laisse Fang se charger de lui, tandis qu'il part immédiatement à la poursuite d'Owen, en fuite vers la zone démilitarisée. S'il l'atteint, il pourra s'échapper. Mais Owen a pris tous les véhicules disponibles. Chris n'a aucun moyen de le suivre. Alors qu'il est désespéré, mais arrive soudain dans la vieille voiture cabossée de Chris. Bien qu'en piteux état, elle reste utilisable. Ils repartent aussitôt. Sentant qu'on le suit, Owen active les systèmes de défense de son véhicule, tirant sans relâche dans leur direction. Chris demande à May de zigzaguer sans cesse pour éviter les balles. Grâce à ses talents de conductrice hors pair, ils échappent de justesse à la catastrophe. Pendant ce temps, au centre de contrôle, Fang continue de livrer un combat acharné contre l'homme chauve. Le combat atteint son apogée. Finalement, Fang adopte une tactique inattendue, il déclenche le système d'extinction d'incendie. Mais l'homme chauve reste indemne au milieu de la mer de mousse. Sans autre option, Fang se jette dans la mousse, attendant patiemment. Lorsque l'adversaire apparaît, il lui lance une corde, attrape ses jambes et le fait tournoyer avant de le projeter violemment contre une structure métallique. L'homme est mis hors d'état de nuire sur le coup. Sans perdre une seconde, Fang rejoint la professeure et son fils pour leur demander d'arrêter le système de la raffinerie. Cependant, la professeure Chong révèle qu'Owen avait auparavant détruit la clé USB. Il est désormais impossible de stopper le système. De son côté, Owen, constatant que Chris est à ses trousses, choisit de quitter la route principale pour emprunter un raccourci à travers les montagnes accidentées. Avec son véhicule tout-terrain spécialisé, cela ne lui pose aucun problème. En revanche, Chris émet non qu'une voiture ordinaire, inadaptée à ce terrain dangereux. Malgré tout, May insiste sur ses compétences de conduite exceptionnelles. Mais les conséquences sont rapides, la voiture dérape, fait plusieurs tonneaux et termine en épave sur le flanc de la montagne. Par miracle, ils survivent tous les deux. À ce moment-là, Fang arrive avec le camion-citerne géant, tel un sauveur. Malheureusement, l'ennemi est déjà trop loin, et le camion est bien trop lent pour le rattraper. Alors qu'il s'apprête à franchir la frontière de la zone démilitarisée, synonyme de fuite réussie, Fang ne peut se résoudre à rester spectateur. Il actionne soudain les propulseurs du camion, décidant de tout risquer. Voyant le convoi d'Owen, il fonce sans hésiter sur l'un des camions-citernes de carburant. L'impact provoque une explosion gigantesque, déclenchant une réaction en chaîne parmi les autres véhicules. Une véritable scène d'enfer, fumée et flammes envahissent toute la zone frontalière. Le véhicule d'Owen, tout proche, est aussi pris dans l'explosion. Il survit par miracle, mais son chauffeur est carbonisé. Paniqué, Owen le tire hors de l'habitacle, prend le volant et tente de s'échapper. Fang continue la poursuite, mais le poids du camion et sa vitesse excessive l'enlisent dans le sable. Fang lutte pour garder le contrôle. Les freins lâchent. Il ne lui reste qu'une option, percuter le véhicule d'Owen. Les deux véhicules foncent droit vers le bord d'une falaise. Finalement, Owen trouve la mort, tué sur le coup. Fang et May survivent, mais sont couverts de blessures, les vêtements en lambeaux, les cheveux en désordre. Alors qu'il tente de se relever, une vieille photo de famille tombe de la poche déchirée de Fang. Mais reste figée en la voyant. À cet instant, elle comprend enfin pourquoi son père a toujours été absent. Il ne l'avait pas abandonné. Il remplissait simplement son devoir, tel un héros de l'ombre. Même loin, il gardait l'image de sa fille et de sa famille près de lui. C'est ainsi les hommes, peu doués pour exprimer leurs sentiments avec des mots, mais toujours fidèles à leur cœur. À cet instant, May ne lui en veut plus. Elle se jette dans ses bras. Alors qu'ils vivent ce moment émouvant digne d'un drama coréen, Chris surgit soudain, agrippant la jambe de Fang, provoquant des rires inattendus. En le voyant vivant, Fang et May sont fous de joie et le tirent aussitôt hors du précipice. À peine sorti du danger,
Chris déclare en plaisantant, « Je suis célibataire, propre, sans maladie, je pose ma candidature comme futur gendre. » On ne sait pas si Fang a acquiescé, mais avec un candidat aussi courageux, drôle et aimant les enfants, quel père pourrait refuser? Le film s'achève ici. Qu'en avez-vous pensé? Laissez votre avis dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.